Bonsoir à tous et bienvenue. Nous braquons nos projecteurs ce soir sur le Centrafrique où l'actualité est dominée par une accusation explosive lancée directement depuis le cœur du pouvoir à Bangui. Un conseiller à la sécurité du professeur Faustin Archange Touadéra affirme que des groupes rebelles armés seraient donc en train de préparer activement un coup d'état militaire. Mais l'information qui fait l'effet d'une bombe, c'est l'implication présumée d'acteurs internationaux. Ces rebelles auraient directement contacté des diplomates ukrainiens dans le but d'obtenir un soutien logistique crucial, armes, instructeurs et financement pour renverser le pouvoir du président Faustin Archange Touadéra. Cette allégation intervient quelques jours seulement après une opération de grande envergure. Les forces armées centrafricaines appuyées par leur soutien russe ont démantelé un point de transit stratégique d'armes à la frontière sud-soudanaise. Sur place, la saisie est impressionnante. Près de 10 000 cartouches et un arsenal varié avec des preuves qui pointeraient vers un réseau de trafiquants incluant notamment des ressortissants ukrainiens, de la Pologne et même de l'Ouganda. Que cherchent exactement ces groupes armés? Quel est le rôle réel de l'Ukraine et de ses alliés dans ce trafic d'armes au cœur notamment de l'Afrique? Et quelles conséquences ces ingérences présumées peuvent-elles avoir sur la stabilité de la République centrafricaine ou sur les relations déjà tendues entre la Fédération de Russie et l'Occident sur le continent africain? Voilà, mesdames, messieurs, la thématique d'accueil de cette émission du Point sur l'actualité et l'émission sur laquelle nous reviendrons également ce soir en parlant bien évidemment de l'actualité avec un dossier brûlant sur l'actualité nigériane, la crise sécuritaire qui frappe notamment ce géant démographique et économique plongé dans une violence qui ne cesse de s'aggraver. Il y a quelques jours, un appel retentissant a été lancé depuis Abuja. Le président Bola Ahmed Tinubu s'est tourné vers l'Hexagone, sollicitant un soutien accru de la France pour endiguer la vague de violence qui ravage notamment le nord du pays. Enlèvement de masse, attaques d'écoles, églises prises pour cible. La situation est critique, d'autant plus que les États-Unis ont récemment brandi la menace d'une intervention militaire pour protéger les communautés chrétiennes. Mais la question est là. Elle est la plus essentielle, celle que nous posons ce soir. Cet appel à l'aide intervient alors que le Nigeria vient de faire une démonstration de force régionale, une intervention décisive du côté du Bénin pour contrecarrer une tentative de coup d'État le 7 décembre dernier. Pourquoi l'armée nigériane, capable d'une telle projection de puissance, peine-t-elle à sécuriser son propre territoire? Et surtout, dans ce contexte de fortes tensions internationales et régionales, la France peut-elle réellement et efficacement soutenir tout effort de lutte contre l'insécurité au Nigeria? Voilà, mesdames, messieurs, les principales articulations de cette émission du Point sur l'actualité. Vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur votre média panafricain. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre média panafricain. Vous êtes sur For You Media Africa. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre quotidienne d'information. Votre débat démarre à l'instant avec bien sûr une question centrale pour commencer qui veut renverser le professeur Faustin Archange Touadéra à quelques jours seulement de la présidentielle du 28 décembre prochain. Des informations, des révélations fortes formulées jusqu'ici par l'un de ses conseillers à la sécurité font état de ce que le Centrafrique, appuyé notamment par son allié russe, ont démantelé un plan de déstabilisation porté justement par certains groupes armés du côté du Centrafrique, appuyés par certaines puissances occidentales, dont l'Ukraine. Nous reviendrons beaucoup plus en profondeur sur les détails de cette tentative de déstabilisation, car nous parlerons également ce soir de cet appel lancé par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Oui, vous ne vous trompez pas, il s'agit du président du Nigeria qui a donc
appelé le président Emmanuel Macron pour l'aider, afin que ce dernier l'aide à endiguer la menace sécuritaire qui secoue ce géant démographique et économique du continent. Vous vous souvenez de ces enlèvements massifs, mais également de l'insécurité qui sévit du côté dans le nord du pays. Ce Nigeria qui a fait une démonstration de force le 7 décembre dernier du côté du Bénin se retrouve donc dans l'incapacité d'assurer sa propre sécurité. Comment expliquer? Quelle explication logique faut-il apporter à ce paradoxe? Alors, certains parlent de hiatus. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Quelle est la pertinence ou la nécessité de cet appel lancé par le président Bola Ahmed Tinubu, et dans un contexte de forte tension à l'international, la France peut-elle efficacement porter tout un effort de paix dans la lutte contre l'insécurité du côté du Nigeria? Tenterons d'apporter tenterons d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions dans quelques instants, et ce aux côtés de nos invités. Le premier n'est autre que M. Sheilou Lawson, comme tous les vendredis soirs. On vous retrouve une fois de plus sur les antennes For You Media Africa. Vous êtes du côté de Manitoba au Canada. Merci à vous, Monsieur Shea. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes le coordinateur du mouvement panafricaniste Pyramide, vous êtes le président du mouvement pour un Togo nouveau. Merci à vous, Monsieur Shea, d'avoir répondu favorablement une fois de plus à notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère Amin Bené. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Ce plateau que vous illuminez si bien avec le flambeau de la panafricanité, un bon maître d'orchestre, un maestro, avec toute votre équipe qui porte une grille de lecture analytique sur les différentes actualités qui meublent notre continent et la géopolitique mondiale. Le point sur l'actualité, c'est vraiment là où il faut être chaque vendredi. Merci donc pour ton invitation. Je salue tous les panafricanistes qui sont branchés à cette émission. Et nous allons tout à l'heure, avec un critique que j'ai toujours convoqué, le juste, le vrai, le beau, passer en revue avec une rigueur intellectuelle toute l'actualité géopolitique que vous mettez sur la table. Je salue la direction et toute votre équipe, sans oublier justement les Togolais qui sont branchés à cette émission et qui, de plus en plus, suivent avec beaucoup d'intérêt les émissions de For You Media. Merci, Monsieur Nguéné, pour la table que vous avez mise pour décortiquer ensemble l'actualité politique africaine. Merci à vous, Monsieur Sheilou Lawson. Démarrons à l'instant avec, bien évidemment, cette actualité centrafricaine dominée, bien évidemment, par ces combattants, ces groupes armés qui ont récemment contacté des diplomates ukrainiens pour leur demander des instructeurs, des armes, des munitions et un financement, a indiqué aux médias russes un conseiller en sécurité du professeur Faustin Archange Touadéra. Ces personnes ne sont pas affiliées aux coalitions MPC, 3R ou encore UPC, a précisé notamment Dmitry Podolski. Elles envisageaient un coup d'État militaire en prévision à l'élection présidentielle centrafricaine, celle du 28 décembre prochain. La réaction de Kiev reste inconnue, mais l'Ukraine pourrait s'intéresser à cette proposition et mobiliser donc des ressources auprès notamment de ses alliés occidentaux, estime le responsable. Par ailleurs, des instructeurs russes en collaboration avec l'armée centrafricaine ont démantelé un important point de transit d'armes et de munitions à la frontière avec le Soudan du Sud. Alors on fait le point justement sur toutes ces révélations qui ont été faites par Dmitry Podolski. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre prochain, la République centrafricaine est secouée par des allégations explosives. Des rebelles auraient tenté de fomenter un coup d'État militaire avec l'aide de l'Ukraine. Ces révélations émanent de Dmitry Podolski, conseiller en sécurité du président Faustin Archange Touadéra, qui a partagé ces informations avec les médias russes ce 10 décembre. Selon Dmitry Podolski, des combattants non affiliés aux principales coalitions rebelles, MPC, 3R ou UPC, auraient récemment approché des diplomates ukrainiens. Les requêtes étaient précises: obtenir des instructeurs, des armes, des munitions et un financement en vue d'un coup d'État militaire planifié juste avant le scrutin présidentiel. Le responsable a précisé que l'objectif de ces individus était de prendre le pouvoir avant l'échéance électorale dans un pays marqué par des défis sécuritaires. La réaction de Kiev
reste inconnu. Note Podolski, mais l'Ukraine pourrait s'intéresser à cette proposition et mobiliser des ressources auprès de ses alliés occidentaux. Parallèlement à ces révélations politiques, la coopération militaire entre l'armée centrafricaine et les instructeurs russes a permis une avancée majeure sur le plan sécuritaire. Les forces combinées ont démantelé un important point de transit d'armes et de munitions situé à la frontière avec le Soudan du Sud. L'ampleur de la saisie témoigne d'un trafic organisé de grande envergure. Plus troublant encore, les documents et équipements saisis sur place révèlent l'implication présumée de trafiquants originaires de l'Ukraine, de la Pologne et de l'Ouganda, fournissant ainsi une preuve matérielle de l'ingérence étrangère dans l'approvisionnement des groupes armés centrafricains. Ces événements jettent une ombre de suspicion et d'inquiétude sur le processus électoral à venir et soulignent la profondeur des réseaux d'influence et de trafic d'armes qui cherchent à déstabiliser le Centrafrique. Monsieur Chelou Lawson, une tentative de déstabilisation visant le professeur Faustin Archange Touadéra aurait donc été déjouée, tuée dans l'œuf, comme on le dit, passez-moi l'expression, mais là, impliquant des acteurs étrangers, principalement, on parle de certains diplomates ukrainiens prêts à financer l'opération et à déployer des mercenaires sur le territoire centrafricain, afin que ces derniers donnent un coup de pouce, un coup de main, justement, à tous ces groupes rebelles qui préparaient justement ce coup d'État. Alors, le timing est tel, nous le savons tous, le Centrafrique est appelé, ou du moins les Centrafricains, sont appelés aux urnes le 28 décembre prochain. Alors, questionnant le timing et la démarche, êtes-vous surpris qu'on parle de l'implication de l'Ukraine? On a l'impression que partout où on parlera de la Fédération de Russie sur le continent africain, on trouvera bien évidemment des puissances occidentales dans cette confrontation géopolitique à laquelle on assiste. Mais le timing du côté du Centrafrique, est-ce qu'il vous surprend alors que le pays se prépare à une élection présidentielle décisive? Non, pas du tout. Vous savez, le timing en politique est un indicateur important pour décrypter les situations de crise ou les situations de complot. Les élections du 28 décembre 2025, élections présidentielles législatives, sont redoutées par les milieux impérialistes qui utilisent la rébellion comme moyen, comme proxy de contrôle et de pouvoir sur les territoires dont ils lorgnent les ressources ou ils s'accaparent des ressources. Et donc, ils ne veulent pas d'un État organisé, d'un État démocratique, d'un État institutionnel où la loi, la Constitution et le vote démocratique, c'est-à-dire la volonté des peuples à déterminer, à choisir leur destinée, leur destin, eh bien, ils sont contre tout cela. Il faut créer le chaos partout, la politique du chaos, la stratégie du chaos, et qui est un moyen pour les Occidentaux, pour la France, pour un certain nombre de groupes d'intérêt, de continuer par s'accaparer des richesses de l'Afrique. Et donc, la réussite spectaculaire, n'est-ce pas, de la République centrafricaine qui a réussi à enclencher le processus de rupture avec ce système néocolonialiste, impérialiste imposé par la France depuis les années 60, qui ont fait de cet État incroyablement riche, un pays de pauvreté. Avec l'arrivée du président Touadéra, eh bien, il y a eu une reprise en main de la destinée des Centrafricains, et cette rupture avec des alliances stratégiques qui remet, n'est-ce pas, le pays, la Centrafrique, dans les mains des Centrafricains. Alors, le vote qui s'en vient est important et qui permet justement de renforcer, d'aller de l'avant dans cette dynamique impulsée par le professeur Touadéra. Alors, les groupes rebelles ne sont pas contents de ça, puisqu'il faut rappeler l'histoire de la République centrafricaine, qui est une succession de rébellions, de coups d'État, de violences, de guerres à n'en pas finir. Et les interventions de l'armée française ont été toujours un fiasco. Ça a contribué au chaos. Eh bien, depuis que la République centrafricaine a établi des accords avec la Russie, on a vu comment la question sécuritaire a été
aujourd'hui est un succès. Le fait que le pays s'institutionnalise, avec un gouvernement, une constitution, avec une méthode de gouverner très appréciée des Centrafricains, des Panafricains, de la part du président Touadéra. Et donc, l'avenir est radieux pour ce pays. Mais certains, qui sont nostalgiques, n'est-ce pas, de la stratégie du chaos, veulent ramener ce pays-là encore dans une guerre faite de sueur, de sang, de blessures et de tueries. Et c'est ça qui justifie ces contacts avec l'Ukraine. L'Ukraine est devenue aujourd'hui une plateforme où passe, à cause de la guerre justement avec la Russie, toutes les armes occidentales qu'on déverse dans ce pays dans une folie meurtrière, ces armes ensuite se retrouvent un peu partout pour nourrir des zones de tension, des zones de guerre. Et puisque la théorie du chaos est la stratégie occidentale en Afrique, on retrouve alors ces armes, ces instructeurs, que ce soit au Mali ou encore en Centrafrique. Donc, je pense que cette information mérite qu'on lui apporte toute l'importance qu'il faut et que les mesures idoines soient prises très rapidement pour éviter justement qu'on ukrainise le terrorisme sur le continent africain. Ça prend donc la vigilance des États, mais aussi une collaboration de façon à endiguer déjà les foyers de tension comme au Soudan, comme en Libye et ailleurs, pour que la République centrafricaine ne devienne plus encore un feu nucléaire dans la sous-région. Je pense que la réaction du gouvernement centrafricain est tout à fait à saluer. Il faut prendre les mesures idoines pour protéger le pays, protéger le territoire, assurer la sécurité, l'intégrité du territoire aux Centrafricains et leur donner le choix, n'est-ce pas, de tout à fait librement de choisir leurs dirigeants, d'acter les politiques qui leur sont présentées et de façon à pouvoir se mettre au travail pour développer leur beau pays. Mais Monsieur Ché, ces révélations qui sont faites quand même par l'un des proches, l'un des conseillers en sécurité du professeur Faustin Archange Touadéra, peuvent-elles avoir des implications dans ce quadruple scrutin, puisque les Centrafricains seront aux urnes, pas seulement pour élire leur président de la République, mais nous allons également assister aux élections législatives, régionales et même municipales. Donc c'est pratiquement du 4 en 1. Monsieur Ché, quelle implication revenant sur ces révélations? Vous savez, la République centrafricaine a traversé des périodes très, très douloureuses, des périodes de chaos, vous voyez, jusqu'à ce que le président centrafricain, le gouvernement actuel, arrive quand même avec l'implication d'autres pays de la sous-région à sécuriser la République centrafricaine et surtout grâce à la coopération militaire avec la Russie. Alors, les préparatifs électoraux pour le 28 décembre 2025 se déroulent en réalité dans un climat de tension. Il y a certains groupes se permettent de contester le processus, donc il y a une pression sécuritaire qui fait en sorte que, au lieu que ça soit un rendez-vous, n'est-ce pas, démocratique pour que le peuple centrafricain choisisse sa destinée, c'est devenu aujourd'hui un rendez-vous qui est redouté compte tenu des menaces qui pèsent sur ce rendez-vous démocratique. On a noté, Monsieur Nguéné, des signes de mobilité et de remobilisation de groupes armés qui ont été signalés. Il y a eu des attaques ponctuelles, par exemple. Il y a eu des menaces locales. Les efforts de négociation ont connu des avancées, mais tout à fait négligeables. Et donc, toute cette situation-là ne rassure pas en ce qui concerne les menaces potentielles qui pèsent sur la République centrafricaine. Il faut se rappeler que depuis l'indépendance, le RCA a connu à nombreuses crises et coups, et surtout une guerre civile prolongée depuis 2013.
L'Alliance Séléka, par exemple, qui est majoritairement musulmane, a renversé le pouvoir en 2013, provoquant la montée des Antilles et Balaka et une fragmentation militaire du pays. Ces cycles de reprise et d'accords de paix se répètent depuis une décennie. Il y a eu de multiples coalitions armées, l'UPC-3R et autres ont contrôlé par des pans entiers, n'est-ce pas, le territoire. Alors les accords signés en 2019 et 2020, on n'a pas encore produit une paix durable. Alors l'effort du gouvernement actuel centrafricain, qui est un effort notable et qui permet non seulement d'assurer la sécurité et l'intégrité du territoire, mais aussi de créer un cadre démocratique pour permettre aux Centrafricains de pouvoir choisir leurs dirigeants et également de valider les politiques qui leur sont présentées. Et un pays, c'est une institution, c'est un leadership, c'est un territoire, c'est une sécurité, c'est une économie. Mais on crée la guerre pour fatiguer, on crée la guerre, l'insécurité pour empêcher le développement de se déployer. Et c'est ça qui arrive encore, parce que sans possibilité de permettre à ce que le processus électoral se déroule dans des conditions sine qua non, c'est encore d'autres tensions qui sont en perspective. Alors pourquoi tout le temps on veut créer le chaos en République démocratique, en République centrafricaine? Pourquoi à chaque fois on veut ramener ce pays-là à la case de départ? Qui sont ces architectes du chaos, ces architectes de la violence? On met armes et munitions à leur disposition. On pense parfois que c'est les groupes rebelles, mais les groupes rebelles ne sont que le proxy, c'est-à-dire un continuum, n'est-ce pas, des pouvoirs occidentaux qui estiment que ce territoire est leur propriété privée. Il suffit seulement de convoquer l'historicité de la vie politique de Centrafrique depuis l'indépendance jusqu'à ce jour pour voir un peu ce logiciel d'accaparement, de racisme, de chaos au service justement d'une métropole qui estime que sa prospérité dépend absolument de la violence et du chaos qu'il crée en Afrique pour s'accaparer des ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, aujourd'hui, les Centrafricains ont pris leur destin en main, ont pris leur pays en main, et avec les accords stratégiques, géopolitiques et militaires qu'ils ont pu dessiner, assurent un avenir radieux pour ce pays. Alors, il y a quand même un danger, un retour du balancier à la case chaos, et je pense que le président Touadéra aujourd'hui a conscience de tous ces dangers et fait tout ce qui est à son pouvoir quand même pour assurer aux Centrafricains la paix et la sécurité. Donc ces élections-là sont absolument déterminantes. Vous imaginez, malgré la situation sécuritaire, on organise des élections libres et démocratiques. On permet aux Centrafricains de pouvoir s'exprimer. En tout cas, il faut tirer chapeau à ces dirigeants pour leur sens de l'État, leur sens de la démocratie, également leur sens un espoir de la vision panafricaine qui porte un pays vers un avenir radieux. Merci à vous, Monsieur Shea. Peut-être une dernière question avant de sortir. Vous avez dit que les groupes armés ne sont généralement que des proxys. Du coup, on interroge tout de même les conséquences de ces ingérences présumées de ces ingérences présumées sur la stabilité du Centrafrique. On le sait, le pays, depuis les choix stratégiques opérés par le professeur Faustin-Archange Touadéra, entretient aujourd'hui des relations tendues avec certaines puissances occidentales, alors, M. Shea, cela peut-il avoir des conséquences? Absolument. Absolument. Et il y a un danger que les Africains doivent quand même avoir dans leurs projections, dans leurs analyses stratégiques et géopolitiques, c'est le phénomène Ukraine. Vous voyez, le fait que les Occidentaux, ceux qui financent l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, veut détourner le combat ukrainien sur le territoire africain pour contrer la Russie. Et donc, ils ont eux-mêmes peur d'entrer dans une confrontation
physique, dans une confrontation militaire avec la Russie, et on veut utiliser l'Ukraine comme passerelle dans cette confrontation. Donc, on veut déporter la guerre russo-ukrainienne sur le continent africain pour pouvoir nourrir les zones de chaos et continuer dans ce système néocolonialiste d'exploitation de l'Afrique. Sinon, que viendraient chercher des instructeurs ukrainiens, par exemple, au Mali? Et ils l'ont reconnu, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, à Dakar, a reconnu avoir financé, avoir armé les rebelles au nord du Mali, oui. Voyez-vous. Donc ça, par exemple, c'est une question, c'est une situation qui est sur la table de l'ONU, qui n'a pas été tranchée parce que les puissances qui sont derrière, qui instrumentalisent, bloquent le processus le processus de contestation de cette démarche de guerre affichée, hein, n'est-ce pas, d'agression contre un pays souverain au niveau de l'ONU. Alors on les voit, on entend parler d'eux au Soudan, on entend dans la guerre soudanaise, on entend parler d'eux maintenant en Centrafrique. Donc vous comprenez, on est en train d'ukrainiser, n'est-ce pas, le terrorisme, le chaos politique sur le continent. Mais l'autre élément très encore pernicieux et dangereux, c'est les formes d'armes qu'on utilise. Vous savez que c'est des armes très sophistiquées qui nourrissent la guerre en Ukraine, oui. Par exemple les drones. Et donc le terrorisme monte d'un cran et utilise des armes de dernier cri technologiques que les terroristes n'avaient pas avant. Et donc cette façon de militariser le terrorisme devient un danger important parce que les armées africaines n'ont pas cette capacité en termes de logistique, en termes de matériel dernier cri qu'on retrouve sur le théâtre de guerre en Ukraine. Alors si on met ces armes à la disposition des rebelles ou encore des terroristes, vous imaginez le danger que cela apporte. Mais c'est pas ce billet que les Occidentaux, les pays, par exemple la France, qui perdent l'influence sur le continent, veut passer par ces moyens pour ramener les pays qui ont accepté d'aller vers la rupture ontologique, la rupture avec le système france-africain. Et c'est par ce moyen-là qu'on veut encore les ramener à la case de départ. Et cette menace pèse sur le Mali, pèse sur le Burkina, le Niger. Et aujourd'hui, on voit comment également cette stratégie est convoquée pour pouvoir créer tout le déséquilibre, tout le chaos, n'est-ce pas, pour perturber le processus électoral centrafricain. Donc, ça en appelle à la vigilance, à l'Union africaine, aux organisations, aux pays africains, de réfléchir à cette menace-là de militarisation, de dronisation du terrorisme auquel les pays africains, dans leur état actuel, dans leur capacité, ne sont pas préparés. Vous voyez? Et donc, c'est une tendance de plus en plus lourde qu'il va falloir surveiller, qui est une menace existentielle pour les pays africains, parce que, voilà, leur priorité, c'est de nourrir leur population, c'est de soigner, c'est d'éduquer, c'est des pays pauvres qui n'ont pas cette capacité de faire face à ce niveau de menaces terroristes, et surtout que ça, on parle aujourd'hui des drones, on parle aujourd'hui des armes de guerre puissantes, sophistiquées, mises à la position des rebelles. Depuis l'arrestation de ce rebelle au Cameroun, qui a été, je pense, extradé du côté du Centrafrique. Centrafrique, on n'a pas vu la France bouger beaucoup, n'est-ce pas, dans le processus, en tout cas dans les mesures dérogatoires qui ont été lancées par le parquet du Centrafrique, leur collaboration à pouvoir démanteler ou en tout cas à faire les instructions nécessaires pour pouvoir juger cette affaire. Donc c'est pour dire que ces gens-là qui tuent, ces gens-là qui blessent, qui créent le chaos, sont au service de ce système impérialiste qui ne veut pas voir l'Afrique se développer, s'émanciper, dont l'économie devrait atteindre la vitesse de croisière si justement on crée les conditions de paix
de sécurité et de démocratie sur le continent. Merci à vous, Monsieur Sheilou Lawson. Nous allons ensemble, avant de prendre les réactions des premiers appelants de la soirée, ouvrir notre dossier brûlant sur le continent, parlant justement de la crise sécuritaire qui frappe le Nigeria, géant démographique et économique, plongé donc dans une violence qui ne cesse donc de s'aggraver. Il y a quelques jours, un appel retentissant a été lancé depuis Abuja. Le président Bola Ahmed Tinubu s'est tourné vers l'Hexagone, sollicitant un soutien accru de la France pour endiguer la vague de violence qui ravage notamment le nord du pays. Enlèvement de masse, attaque d'écoles, églises prises pour cible. La situation reste critique sur le terrain, d'autant plus que les États-Unis, ont récemment brandi la menace d'une intervention militaire au Nigeria pour protéger les communautés chrétiennes. Mais la question, elle est essentielle. Cet appel à l'aide intervient alors que le Nigeria, vous étiez avec nous, vous l'avez commenté sur les antennes For You Media Africa, ce géant démographique, comme on le définissait d'ailleurs tout à l'heure, vient de faire une démonstration de force régionale, une intervention militaire du côté du Bénin pour contrecarrer une tentative de coup d'État le 7 décembre dernier. Alors, pourquoi l'armée nigériane, capable d'une telle projection de puissance, peine-t-elle à sécuriser son propre territoire? Voilà la question centrale que beaucoup ne comprennent toujours pas, M. Sheilou Lawson. Certains n'arrivent pas à expliquer ce paradoxe-là. Ce Nigeria qu'on a vu très actif dans la mobilisation de la force en attente de la CEDEAO, réussit tout de même à contrecarrer une tentative de coup d'État du côté du Bénin, mais aujourd'hui, pour sécuriser son propre territoire, est obligé de faire appel à la France. Comment expliquer? Quelle explication logique peut-on trouver à cette démarche que beaucoup n'arrivent pas, que beaucoup ne comprennent toujours pas, M. Shea? Ben oui, c'est simple à comprendre en fait. C'est parce que le terrorisme qu'on voit dans le nord du Nigeria fait partie de l'écosystème politique nigérian. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des forces politiques qui utilisent ce terrorisme-là pour pouvoir s'assurer de peser sur les décisions, se peser sur l'orientation. On a le sentiment et c'est assez vérifié que le Nigeria entretient lui-même le terrorisme. Le terrorisme n'était pas des confréries par des groupes religieux, par des forces politiques, des forces communautaires. Donc, le terrorisme fait partie de l'écosystème politique nigérien. Ça, il faut quand même le noter. Deuxième élément, c'est que ce terrorisme est entretenu par les pays que nous connaissons. La France, par exemple, entretient ce terrorisme, ça a été prouvé, au Mali. Et donc, ce terrorisme au nord du Nigeria entretient, par exemple, toute cette zone d'équilibre, c'est-à-dire c'est des zones qu'on entretient par les services de renseignement, qu'on nourrit, et en fonction justement des intérêts en jeu, on peut activer tel poste ou tel point de terrorisme qui est en veille en fonction justement des intérêts en jeu ou des objectifs qu'on veut atteindre. Quand il s'était agi par exemple de taper sur le doigt de Kaka Déby, vous avez vu que dans la zone où Boko Haram est en activité, on a agité justement le spectre du terrorisme. On a vu comment le Tchad a été attaqué et tout ça. Donc, le Nigeria vit avec le terrorisme, entretient ce terrorisme-là, est complice de ce système, qui est une forme de monstre à plusieurs têtes, dont les ramifications politiques, économiques, les ramifications d'influence, de pouvoir est assez complexe, parce que ça va également à un fondement religieux, d'une certaine manière. Et donc, de mon point de vue, le Nigeria ne veut pas se débarrasser du terrorisme, puisque des hommes politiques nigérians, des forces politiques nigériennes sont bien impliquées dans ce système de terrorisme, en lien avec l'Occident, qui aussi
l'utilisent en fonction justement de ces, des objectifs poursuivis. Votre micro, monsieur Ché, votre micro. Votre micro, monsieur Ché, me semble désactivé. Vous parliez de cette équation qui se complexifie davantage compte tenu de l'implication même de certaines élites nigérianes dans cette insécurité, monsieur Ché. Chez votre micro n'est pas activé. Votre micro, monsieur Ché, me semble désactivé. Quelques petits soucis de liaison avec monsieur Ché et Lou Lawson qui revenait justement sur la complexité de l'équation nigériane, parlant de cet appel lancé par le président Bola Ahmed Tinubu à son homologue français Emmanuel Macron face à l'aggravation de la situation sécuritaire. On a parlé de ces enlèvements massifs. On est revenu bien évidemment sur l'insécurité avec des attaques sporadiques des groupes armés terroristes, des églises aujourd'hui qui sont prises pour cible. Encore mieux, cette menace d'intervention militaire qui a été brandie il y a plusieurs semaines par le président américain Donald Trump qui menaçait Abuja d'une intervention militaire puisqu'il dit vouloir protéger la communauté chrétienne. Alors, monsieur Ché, vous parliez justement de la complexité de cette équation nigériane compte tenu du fait que ce climat d'insécurité soit aujourd'hui nourri et entretenu par les autorités nigérianes elles-mêmes. Absolument. Comment comprendre que depuis plus d'une dizaine d'années, Boko Haram sévit dans cette région, alors que c'est un groupuscule de personnes et qui font preuve de violence inouïe sur les femmes, sur les enfants, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à éradiquer Boko Haram. Et quand il s'agit d'attaquer le Niger, le président le général Tiani l'a bien démontré. Quand il s'agit d'attaquer le Niger, on a vu cette complexité, cette collusion, vous voyez, entre les services secrets français et les groupes terroristes au nord du Nigeria. Et c'est du Nigeria que se préparaient les attaques contre le Niger. Donc, c'est très bien connu. C'est une zone grise, c'est une zone de non-droit, parfois, où se décident les grandes influences, la question justement du partage du pouvoir, et c'est au cœur même de la complexité de l'État du Nigeria. Et donc, ne soyons pas surpris de cet appel, n'est-ce pas, comme une vieille effarouchée du vieux Tinubu qui appelle Macron au secours, n'est-ce pas, pour pouvoir l'aider à s'occuper ou à éradiquer le terrorisme, ce qui est complètement non seulement farfelu, mais si on s'appuie sur l'historicité même du terrorisme en Afrique, l'efficacité. Alors, je pense qu'on retrouvera M. Ché dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre M. André qui est calé au standard. On va faire un premier tour au standard avant de retrouver M. Ché et Lou Lawson. André, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, le prince de Matom, M. Nguéné. Oui, je salue comme ça M. Ché et Lou Lawson. Je salue tous les téléspectateurs. Je salue aussi tous les techniciens. Alors, M. Nguéné, concernant le sujet sur la République centrafricaine, voyez-vous, je veux encore dire une fois encore de plus, ce ne sont pas les Blancs qui viennent nous faire la guerre, M. Nguéné. C'est nos frères noirs. C'est nos frères noirs, M. Nguéné. Quand vous regardez toutes les guerres qui se passent un peu de partout là, ce qu'on appelle les guerres par proxy. Comment pouvez-vous imaginer qu'au XXIe siècle, nos frères noirs acceptent de travailler pour l'Occident? Et on se pose bien des questions. Ils travaillent pour eux. Est-ce que cet argent-là, ils travaillent et ils donnent le gros argent à l'Occident?
et on leur donne encore le petit argent dans leur poche, nous nous posons les questions même si ces gens-là réfléchissent. Parce que vous avez cité tous ces groupuscules-là qui vont créer la guerre en République centrafricaine avec celui qu'on appelait M. Bozizé. Il fallait vraiment traquer ces messieurs-là, voire même jusqu'à ce que les agnagnements. Parce qu'il fallait normalement que les panafricains apprennent à passer à l'offensive. C'est de ça qu'il est question. Et M. Nguéné, j'ai toujours dit que il y a eu un problème qui s'est passé entre la Turquie et la France. Et il fallait voir comment les Turcs, la population turque a réagi. Immédiatement, la France s'est rangée en attaquant immédiatement tout simplement les intérêts français. Je pense qu'à un moment donné, nous devons cesser d'entrer dans des parlottes et agir. Et agir ici, il y a plusieurs manières de pouvoir agir, s'attaquer directement aux intérêts américano-occidentaux. Et là, ils vont directement se reculer, ils vont comprendre. Mais tant qu'on va rester dans les parlottes, c'est comme ça qu'ils vont agir. Puisque parmi nous, ce ne sont pas des Blancs qui viennent encore une fois de plus nous tuer, nous entretuer entre nous. Comment nous, les Noirs, on parvient à s'entretuer entre nous? Moi, je me pose bien vraiment des questions. Et puis, les problèmes africains donnent des maux de tête. Quand vous regardez, par exemple, au Soudan, c'est nos frères noirs. Quand vous regardez en République démocratique du Congo, c'est nos frères noirs. Et quand vous regardez un peu de partout, ce sont nos propres frères noirs qui communiquent avec les Occidentaux afin de pouvoir nous détruire. Regardez un peu, M. Nguéné, les pays qui ont créé les ambassades ukrainiennes. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée-Conakry, il y a le Bénin, il y a même le Gabon. Il y a tous ces pays-là qui créent, qui acceptent d'accueillir sur leur sol toutes ces ambassades ukrainiennes-là. Il faut comprendre exactement qu'ils veulent créer une seconde guerre, ce qu'on appelle encore ukrainien bis sur le continent africain. Parce que bientôt, la paix risque de revenir en Ukraine pour qu'ils puissent ramener cette guerre-là sur le continent africain. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Nguéné, depuis un certain temps, il ne fait qu'attirer l'attention qu'on risque d'entrer dans une guerre de haute intensité. Eh bien, nous sommes ici déjà bientôt, parce que l'autre front va bientôt se fermer entre la Russie et l'Ukraine. Et cette guerre va se rabattre automatiquement au niveau donc de l'Afrique. Alors, donc, nous interpellons donc à nos frères et aux grands panafricains de ne plus bavarder, mais de passer immédiatement à l'offensive. Parce que nos propres frères noirs ont décidé d'aller prendre l'argent de l'Union européenne et des Américains pour venir nous s'entretuer entre eux. C'est de ça qu'il est vraiment question, M. Nguéné. Tous ces débats qui tournent autour, nous devons parler plutôt à nos frères africains et tous ceux-là qui travaillent ensemble avec les Occidentaux. Quand vous regardez par exemple Tinubu, quand nous reprenons vraiment le problème, quand je reviens sur le Nigeria, M. Nguéné, suivez mon regard. C'est le Cameroun qui est visé, M. Nguéné. M. Nguéné, c'est le Cameroun qui est visé. Tinubu est en train de travailler avec le blanc américano-occidental pour attaquer le Cameroun, M. Nguéné. Depuis longtemps, je ne fais que dire que il y a la CIA, il y a le Mossad israélien, il y a la NSA américaine, il y a la DGSE. Ils sont là pour travailler au Nigeria. Comment ils vont faire pour attaquer le Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Quand vous pensez que, est-ce que M. Tinubu, est-ce que le Nigeria manque de quoi ils peuvent anéantir tous ces djihadismes, les Boko Haram, qui sont au nord du Nigeria, puisqu'ils viennent de montrer exactement comment ils peuvent anéantir ces derniers au niveau donc du Bénin. Or, maintenant, quand il interpelle Macron, suivez mon regard, M. Nguéné, au Gabon, on a vu l'armée française faire certains exercices militaires avec le Gabon. Et suivez encore mon regard, c'est Macron maintenant qu'on appelle de venir les aider à pouvoir combattre Boko Haram, que le blanc américano-occidental a longtemps financé pour chercher comment ils vont faire pour attaquer le Cameroun. Eh bien, nous y sommes. C'est de ça qu'il est question, M. Nguéné. M. Tinubu est venu acter cela avec Donald Trump, M. Nguéné. C'est de ça qu'il est question.
Je ne veux pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Monsieur Nguéné, nous devons être vigilants. L'heure est venue qu'on veut semer le bordel en Afrique centrale, passant par le Nigeria et passant par d'autres. Merci, monsieur Nguéné. Merci à vous. André, vous allez laisser la parole tout de suite à monsieur Ali, qui est également avec nous au standard. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Nguéné. Merci pour l'occasion que vous nous permettez de nous exprimer par rapport à ces sujets. Nous souhaitons intervenir. Je commence par la Centrafrique. Nous reprochons à M. Touadéra de pouvoir. Il avait fait plusieurs visites au niveau de la France. Nous ne voyons pas l'intérêt. Pourquoi M. Touadéra, qui a été attaqué plusieurs années, la Centrafrique qui a été vassalisée pendant plusieurs années, monsieur a été effectivement porté par les panafricains pendant des années. Et chaque fois on se plaignait de ces visites incessantes au niveau de Paris. Et les conséquences de ces coups d'État, c'est quoi? C'est justement d'avoir se rapprocher de la France. Il n'y a pas de service représentant ukrainien au niveau de la Centrafrique. Nous savons qu'aujourd'hui, l'Ukraine est devenue une forme de manipulation. Quand on veut atteindre un objectif, on dit non, c'est les Ukrainiens qui attaquent, mais ça, c'est l'Ukraine n'a aucune force de se défendre et aller attaquer les autres chez eux. Ça, nous le savons très bien. Si l'Ukraine est autant puissant, pourquoi ne pas amener sa guerre avec la Russie et vaincre la Russie? Donc, pour nous distraire à chaque fois, quand les Européens veulent distraire les Africains, ils cherchent effectivement à qui porter le chapeau. Comme l'Ukraine est devenue un pays vassal, un pays vraiment misérable. Donc, à chaque fois, ils vont effectivement se rabattre pour que leur nom disparaisse dans nos bouches. Pourquoi on ne dit jamais la France, on ne dit jamais l'Union européenne. On va se rabattre maintenant tous vers l'Ukraine parce que l'Ukraine a été déjà détruite, tout simplement. Donc, soyons un peu plus vigilants, plus cohérents avec nous-mêmes. L'Ukraine n'a aucune force, effectivement, pour pouvoir gérer plusieurs guerres et sur le continent africain ainsi que chez elle. Donc, ça, ce n'est qu'une manière de nous distraire comme d'habitude. Quand les Européens veulent trouver à qui, effectivement, fait porter la faute, on dit l'Ukraine. Mais qui est derrière l'Ukraine? C'est l'Europe, c'est la France tout précisément, au niveau de l'Afrique. Donc ça, honnêtement, c'est la manipulation. Mais nous disons que aujourd'hui, les Africains, chacun de nous doit prendre ses responsabilités parce que nous avons trop parlé. Nous avons trop attiré l'attention de nos dirigeants et de tous ceux qui nous entendent. Il est temps maintenant que chaque jeunesse africaine prenne ses responsabilités. Ces États-là, nous n'allons plus rester à effectivement les observer en train de nous détruire, monsieur. Parce que si nous avons le fisc le droit de parler. Si on nous empêche de parler et qu'eux, ils ont le droit même de nous tuer, c'est qu'il y a problème. Parce que des fois, quand on veut s'exprimer, il est bien vrai que vous avez une manière de réaliser la parole, mais à un moment donné, quand vous regardez la réalité en face, vous comprenez qu'on ne peut que s'exprimer pour trouver la solution. On dit que c'est la parole qui libère les esprits et les humains. Et des fois, Dieu merci que nous avons ces antennes-là qui nous permettent effectivement, et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, qui nous permettent de nous exprimer. Chaque État, le Nigeria tout précisément, chaque peuple, le peuple nigérien doit prendre des responsabilités. Vous voyez pourquoi la jeunesse africaine décide de se rabattre dans le terrorisme, ils décident de devenir des rebelles parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. C'est-à-dire qu'ils voient comment leur pays est vassalisé au Mondovision. Ils n'ont ni l'avenir d'éducation, ils n'ont ni la richesse de leur pays, ils n'ont ni l'habitat, ils n'ont rien du tout. Comment un jeune de 30 ans qui n'a pas une maison où dormir, qui n'a pas un champ à cultiver, qui n'a rien à faire et qui c'est une rébellion, qui lui donne de l'argent, qui est un terroriste qui donne de l'argent, comment la jeunesse africaine ne va pas aller dans ce sens-là? Donc, c'est la manipulation de nos dirigeants. La Nigeria ne veut pas que le terrorisme finisse là-bas. Parce que s'il n'y a plus de terrorisme, les gens vont se concentrer effectivement sur les ressources du pétrole nigérien. De chaque jeunesse, la jeunesse nigérienne devait demander compte à leurs dirigeants. Pour éviter de demander compte, on dirige tout le monde, les esprits de tout le monde à un objectif bien déterminé. Qui est le terrorisme? Le terrorisme. On oublie même qu'il y a l'éducation. On oublie même que nous pouvons aller dans autre chose de développement de nos nations. Donc, on est tous tenus en otage un seul sujet. Et ce sujet est entretenu. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les armes qui rentrent au niveau des ports, les ports, il y a des scanners qui permettent chaque conteneur qui sort d'un port d'être scanné et tout le contenu de ce conteneur est projeté directement à l'écran.
Donc, vous avez les scanners radioactifs, tous les explosifs qui se retrouvent à bord d'un conteneur et projetés à l'écran. Vous avez toutes ces technologies que nous avons aujourd'hui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on nous explique que dans les ports, les terroristes arrivent à avoir des armes jusqu'à dans nos nations, c'est fait exprès. Le terroriste, elle est entretenue. Tout simplement, elle est entretenue. La jeunesse africaine, maintenant, au lieu de faire le terrorisme contre la population, je pense que c'est de diriger ces terroristes-là vers les dirigeants. Parce que ce sont eux qui ont la gestion du pouvoir. Le peuple qu'on tue dans les champs, le peuple qu'on tue dans les maisons, dans les cages, je pense que ça ne sert à rien. Si le terroriste est vraiment terroriste sincère, mais c'est dirigé contre ceux-là qui entretient effectivement ce terrorisme-là. Ça, c'est ce que nous avons observé. Nous avons eu le temps de réflexion poussé effectivement par rapport à ces comportements-là. Nous pensons qu'il est temps maintenant, nous aussi, de s'orienter. De la même manière qu'ils ne veulent pas comprendre, il est temps que la jeunesse africaine prenne la responsabilité effectivement d'aller dans ce sens-là. Mais c'est pour sortir, monsieur Ali. C'est chercher de lui-même. Oui, pour sortir, monsieur Ngandé, accordez-moi, le monsieur Habib puisse parler plus que moi. Pour monsieur Touadéra, nous pensons que monsieur Touadéra, nous avons interpellé ce monsieur plusieurs fois. Son voyage sur Paris, nous n'avons jamais été d'accord avec lui. Nous l'avons interpellé plusieurs fois. Donc, si aujourd'hui le coup d'État arrive à M. Touadéra, c'est ce que lui-même allait chercher en France. Qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? Tu es avec les Russes, tu es avec les Français, finalement, on ne sait plus. Nous-mêmes, le peuple africain, on ne sait plus dans quel jeu il est actuellement. Nous ne savons plus rien. Donc, aujourd'hui, s'il y a les Ukrainiens qui se retrouvent au niveau de la Centrafrique, qui les fait rentrer, c'est la France, parce qu'ils décident de coopérer avec les Français. Nous voyons la comédie qu'ils sont en train de faire actuellement en Centrafrique. Nous ne voyons pas la coopération militaire que ce monsieur a tissé avec l'AIS jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, nous comptons la Centrafrique comme un pays partenaire de l'AIS au niveau de l'Afrique centrale. Où est les efforts de M. Touadéra dans ce sens-là? Merci. Je pense que votre message est passé, M. Ali. Merci. Merci pour votre contribution. Alors, Zerfel, vous êtes également au standard. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Nguélé, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à la diva. Et je salue tous les journalistes de Fort. Voyez-vous, Guinée, quand on voit ce genre de trucs aujourd'hui, le président centrafricain, il fait du mal à tous les Africains. Même si tu n'es pas centrafricain, mais tu sens le mal que ce président est en train de faire à sa population. Comment un président, depuis longtemps, il y a des gens qui veulent, comment on le tuer. Dieu fait, on attrape ces gens-là. 2 minutes, il s'en va donner ces gens qui veulent le tuer, il s'en va donner, il les remet à leur pays. C'est quoi? 1, 2, 3, c'est lui qui va aller sur les champs d'Élysée pour porter sur des costumes de... Je ne sais pas. Aujourd'hui, voici. Et regardez, comment dire, des gens même qui ont été en dernière position pour aller vers Poutine. Aujourd'hui, ils sont en train de sécuriser leur pays. Ok, il a été le premier. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont peur. Ils n'ont pas pitié ils n'ont pas pitié de la jeunesse africaine. Ceux qui sont là présentement, là, surtout le président centrafricain. Ce pays-là, qui est riche, aujourd'hui, quand tu vas prendre le taux des choses, comment des intellectuels là-bas, tu les comptes au bout des doigts. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas été à l'école à cause des Français. Ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. Coup d'État sur coup d'État pendant des années. Aujourd'hui, toi, tu es arrivé, tu dis tu vas arranger ce pays-là. Mais il faut te mettre les choses au travail correctement pour que le pays soit sécurisé. Tu attrapes des choses, on attrape des choses, des mercenaires. Tu attrapes Bozizé qui est à côté de toi, qui veut t'embêter tous les jours. Tu le caresses dans le sens des poils, pourquoi? C'est quelle mathématique que tu es en train de faire encore? Ah, vraiment, je pense que ce monsieur, si tu n'es pas prêt, ou si tu es fatigué, laisse quelqu'un d'autre qui a l'amour de ce pays, qui veut sauver ses citoyens. Parce que ça fait très mal qu'un pays comme ça, en train de faire, comme on dirait aujourd'hui, ce qu'ils n'ont jamais vu, ils ont commencé à avoir un peu l'air en train de souffler un peu, l'air fraîche, en train de souffler un peu dans leur narine. Toi, tu viens mettre encore la poussière dedans. Parce que toi, tu as des plombs dans les pieds, tu ne veux pas avancer. Regardez AS. Bien sûr qu'ils sont en difficulté, mais ils sont en train d'avancer. Aujourd'hui, c'est ça que la jeunesse a besoin. Aujourd'hui, vous pensez que la jeunesse, nous les Africains, là, ce qu'on a besoin aujourd'hui, parce que, comment dire, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout le monde voit. Et puis, tu sais que
ton pays peut le faire et puis il ne fait pas. Tu seras obligé de faire de n'importe quoi pour atteindre l'objectif que tu penses dans ta tête. C'est pourquoi les jeunes sont tentés d'aller faire de n'importe quoi, d'aller tendre la main à des miettes pour venir faire de n'importe quoi dans leur pays. Vous pensez que comment dire, ces pays-là ont construit des écoles, ont construit des entreprises où les jeunes vont travailler, ils vont nourrir leurs enfants et leurs familles, et disons en général leurs familles. Vous pensez qu'un individu va quitter au dehors pour dire que viens prendre $50 pour que tu puisses faire la guerre à ton pays? Il va accepter? Non. Parce que vous mettez les Africains de côté et puis vous avez les yeux sur les Occidentaux. C'est ça qui fait mal. Parce que le président centrafricain, moi, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait très mal que ce monsieur-là, tellement qu'il est intelligent, et son intelligence, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas utiliser son intelligence pour faire des choses correctes. Et toujours, on a des pincements de cœur vis-à-vis. Maintenant, il y a coup d'État. Coup d'État. Et heureusement, je ne sais pas si ça a réussi ou pas. Voici des affaires. Maintenant, pour sortir, je vais parler un peu du Nigeria. Voici un pays qui se dit qui se dit le grand de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Et il n'est même pas capable de contenir ou de sécuriser son propre territoire. Comment dans un pays comme le Nigeria, ils disent qu'ils ont une armée puissante. Mais cette armée puissante, où elle se trouve, et puis on enlève toujours des enfants. Et puis ce n'est pas 2 enfants, 500, 250, et puis on ne les trouve pas. Si on les retrouve, il y a d'autres mecs qui reviennent avec des enfants. Il y a d'autres mais on ne les voit plus. Et ce monsieur-là, qui donne l'ordre, on l'appelle et puis ça va tirer sur les enfants d'autrui. Vraiment, moi je pense que, heureusement que je ne fais pas la politique. Sinon, si j'étais dans les sur la Nigeria, on doit avoir, comment dirais-je, moi je ne vais plus coopérer avec ces gens-là. Parce que ce ne sont pas des gens sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Comment tu peux te lever et puis on t'appelle un coup et puis tu t'arranges? Moi, parce que j'ai vu des images. Quand les Comores, ils sont partis au Libéria, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus se défendre, ils sont venus piller sur des pays dans lesquels ils vont toujours. C'est pour aller voler et puis rentrer chez eux. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des voleurs de grand chemin. Alors moi, je pense qu'il est temps que chacun prend ses responsabilités vis-à-vis que de dire que nous avons une armée et comment qui est là, ils sont les premiers à venir dans les pays des autres. Tandis que chez eux, il y a la mer, ils ne peuvent pas maîtriser cette mer, c'est dans les autres pays qu'ils peuvent maîtriser. Moi, j'ai honte à leur place. Pour moi, sortir je demande la chose, comment dire, au Burkinabé, au président Ibé, l'avion qu'ils ont immobilisé là, il faut qu'ils disent la vérité. Pourquoi ils ont fait ça là? Tant qu'ils disent la vérité là, l'avion là va rester au Burkina, où on va le mettre en pièces détachées. Comme ça, ils vont comprendre qu'on respecte, qu'on dit tu ne dois pas venir chez moi. Avant de venir chez moi, il faut me demander la permission. Si je t'accorde le oui, tu peux venir. Mais tu ne peux pas venir parce que tu dis, tu te tases. Et plus fort que moi, je peux te démontrer. Mais pourquoi l'avion n'a pas traversé, il est descendu. Il fallait qu'il passe en vitesse. Pour sortir Zerfel, pour sortir Zerfel. Il se passe dans un pays qui n'est pas sûr, comment dire, un pays qui a train de dormir sur ses oreillers. C'est ça qu'ils ont, sur l'avion descendu. Quand on a dit de descendre, ils sont descendus rapidement. Parce qu'ils connaissent, s'ils ne descendent pas dans 2 secondes, ils savent que ce sont les bases de cet avion-là qui va atterrir par terre. Et ils ont compris. Et moi, tous les 11 personnes qui ont arrêté là, il faut qu'on les interroge jusqu'à l'infini. Ils vont dire la vérité. Tant qu'ils ne disent pas la vérité, ils ne vont pas quitter le sol burkinabé. Merci. Là, merci. Merci à vous, merci pour votre contribution. Merci. Nous restons au standard et nous prenons le prochain appelant qui compte également donner son point de vue et son analyse, toujours aux côtés, bien sûr, de l'invité Sheilou Lawson qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue à vous. Depuis la diaspora, je salue Monsieur Sheilou Lawson. Je vais être très bref, Monsieur Nguéné. Moi, la question que je me pose, si je regarde la déclaration de la France de ce qui s'est passé au Bénin, que la France a déclaré officiellement qu'ils ont donné l'ordre au Nigeria d'agir. Moi, je me demande
comment se fait que le Nigeria, si je ne me trompe pas, a été une colonie britannique? Et qu'est-ce que le Nigeria a fait avec la France aujourd'hui? Moi, la seule chose que je peux dire, moi, je vais dire à l'AES de faire très, très attention. Moi, je vois que la France essaie de revenir sur le continent d'une autre forme. Donc, je vais dire à l'AES de faire très, très attention, d'être très vigilant. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Le Nigeria, le Cameroun à côté. Et on a l'Algérie aussi qui est une puissance qu'on dit sur le continent. On a l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que le Nigeria a fait avec la France en demandant l'aide de la France? C'est ce qui est étonnant. Et ils ont eu le culot d'aller bombarder le Bénin. Et quand ils ont Boko Haram à côté, ils sont incapables. Moi, je me demande cette relation de la France avec le Nigeria. Donc, je demande à l'AES de faire très, très attention et qu'ils soient très, très vigilants. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Mais je crois qu'il serait temps que la population africaine se lève. Parce qu'on ne peut pas accepter que nous sommes au XXIe siècle, qu'on est marginalisé. Il y a de guerres un peu partout. Et surtout, que on prend l'Afrique comme un proxy parce qu'ils sont en train de perdre l'Ukraine. Moi, je n'arrive pas à comprendre, M. Nguéné. Mais je vous remercie et je demande à l'AES de faire très, très attention parce que les Européens, ils programment sur de longue durée leurs actions. Donc, il faudrait qu'ils fassent très attention et à plus. Merci à vous. Merci pour votre contribution ce soir sur votre média panafricain. Nous allons prendre le prochain appelant au standard. Vous le savez, c'est l'instant consacré donc aux téléspectateurs. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je n'ai pas suivi. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai pas suivi depuis le début, mais déjà on parle du Nigeria, on parle de Tinubu qui demande l'aide à la France et tout. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, tout le monde n'est pas chrétien, mais dans la Bible, il y a une parole de Jésus qui est assez intéressante. Il disait que quand vous chassez un démon, et à sa prochaine tentative, il vient avec du renfort. Et là, s'il a pu s'installer à nouveau, votre condition devient 2 fois plus difficile. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. La France a été chassée de l'AES. Mais connaissant qui ils sont, les impérialistes, elle a pris des mesures pour revenir en force. Elle ne peut pas se réinstaller sur les territoires, mais elle verrouille maintenant l'entourage de l'AES, c'est-à-dire la CEDEAO, les pays voisins. Elle va mettre un système de verrouillage à partir duquel maintenant, elle va revenir d'une autre manière. Regardez le Nigeria. Si vous vous rappelez bien, quand Tinubu a été élu, après sa campagne, il allait faire un séjour en France. La France, qui est moins lié historiquement au Nigeria que la Grande-Bretagne. Et si vous vous rappelez bien, quand il est venu à la tête de la CEDEAO, le mandat en cours de Embalo n'était même pas fini que Tinubu déjà faisait des déclarations au nom de la CEDEAO. Donc les Français, après avoir été chassés de l'AES, mais ils n'ont pas dormi. Ils ont préparé leur retour en force, avec des renforts à partir des pays voisins. Donc, on doit être courageux, être persévérant et imaginatif pour imaginer d'autres formes de lutte. Parce que là, ils ne sont pas en train de s'amuser. Hein. Nous aussi, c'est un combat qu'on ne peut pas abandonner. On doit le mener, on n'a pas le choix, on doit le gagner. Mais c'est davantage être vigilant et puis être imaginatif. Parce que la France chassée est en train de revenir avec du renfort. Et ce renfort, c'est quoi? C'est des bases américaines en Côte d'Ivoire, c'est même des deals renforcés avec le pion au Togo, qui font semblant d'être France-Africains, au Bénin. Et on ne sait pas qu'est-ce que Talon a renforcé avant de partir. Regardez le Niger, le Nigeria et tout. Donc, vraiment, nous sommes dans une phase où il faut une vigilance plus grande, puis avoir un peu plus de créativité. Voilà ce que je voudrais dire. Bon courage à tous. Le combat ne fait que commencer. Le combat, nous le menons déjà. Très bien, merci à vous. Merci
d'être passé sur votre média panafricain. Nous restons au standard. Nous en avons encore pour une vingtaine de minutes. Aux côtés de chez Lawson, on va essayer de prendre le maximum d'appelants possible afin de donner la parole à tous ceux qui souhaitent intervenir, mais surtout réagir, interagir avec nous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Mbele. Merci. Je voudrais dire bonsoir à M. Chelou Lawson, en tout cas pour son intervention que j'ai appréciée. Et dis bonsoir à tous nos frères qui appellent. Nous voyons que l'Afrique se réveille. Et là, comment s'appelle le président du Nigeria, là, voilà, il commence à devenir un problème pour nous. Moi, je crois que sur le plan médiatique, il va falloir passer à l'offensive. Et sur le plan même humain, il va falloir aussi passer à l'offensive. Et je remercie en tout cas les Burkinabés qui ont déjà arrêté un avion, en tout cas au niveau du Burkina, alors que tous les autres pays africains de l'Afrique francophone au sud du Sahara, nous devons nous préparer à pouvoir en tout cas attaquer sur le plan médiatique M. Tinubu, pour qu'ils comprennent que les Africains doivent se réunir au chevet de l'Afrique aujourd'hui qui est malade et ne pas être un proxy des Occidentaux et des Américains sur notre sol. Le Nigeria a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Les problèmes sécuritaires dans le pays. Hier, il s'est levé pour aller attaquer qu'on appelle l'armée béninoise. Et il a voulu même aller attaquer l'armée burkinabé. Disons la vérité, quand un avion va dans un pays comme ça, sans rien dire un avion militaire, ça veut dire que tu t'en vas attaquer peut-être la présidence burkinabé. Alors, aujourd'hui, il devient un problème en Afrique. Maintenant, il commence à inviter pratiquement tous les Européens à aller se regrouper. Alors, j'ai l'impression que nous avons été malheureusement interrompu. Votre signal nous avons été coupés. C'est simple, aussi facile. Et il y a même d'autres pays qui, quand même, peuvent se réunir. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait pour aller inviter tous les Européens à aller se battre au Nigeria et former, en tout cas, comme ils l'ont fait au Mali, en allant là-bas, et ils n'ont rien fait à tous ces djihadistes-là qui ont failli prendre tout le Mali. C'est la même chose que M. Tinubu, en complicité avec les Occidentaux, veut faire sur le continent. Mais moi, je ne comprends pas M. Tinubu. Que M. Tinubu, s'il ne peut pas gouverner, en tout cas le Nigeria, et que les Nigériens eux-mêmes ne peuvent pas se réveiller pour dire la vérité à M. Tinubu, en tout cas, il faut que M. Tinubu dégage. C'est tout. Et nous demandons à des militaires patriotes, comme au temps de Yakubu Gowon au Nigeria, de dégager M. Tinubu. On s'en fout de son argent. On a besoin de notre dignité. Et la dignité des Nigériens compte plus que M. Tinubu lui-même. C'est tout. Il faut passer à l'offensive. Voilà le problème qu'on a voulu régler au Bénin, on n'a pas pu régler à cause de M. Tinubu. Et aujourd'hui, il est en train de faire tout ça, inviter les Ukrainiens et tout ce qu'il y a à les inviter sur le continent. Mais c'est quoi? Qu'ils fassent les guerres là-bas, en Asie, ou bien en Europe de l'Est, nous, on veut être libres. Nous, les Africains, on ne sommes pas, les Africains au sud du Sahara, nous ne sommes pas des gens qui aiment la guerre. Mais là, il est en train de nous emmerder, excusez-moi du mot, qu'ils arrêtent un peu son jeu. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est nous qui vous disons merci pour votre contribution ce soir. On va prendre le prochain rapidement au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue. Nous vous écoutons. Alors, on rappelle que vous avez deux thématiques
principal ce soir, revenant bien sûr sur les révélations qui ont été faites par l'un des conseillers à la sécurité du professeur Faustin Archange Touadéra, qui met donc en lumière une tentative de coup d'État déjouée, une tentative de déstabilisation qui impliquait notamment, dans laquelle étaient impliqués des groupes armés terroristes soutenus, voire appuyés justement par des puissances occidentales. On a parlé notamment de l'Ukraine, dont l'implication serait avérée au regard bien sûr de toutes ces révélations qui ont été faites. À côté de cela, nous évoquons également à l'instant cette aide sollicitée par le président Bola Ahmed Tinubu auprès de son homologue français Emmanuel Macron. Au standard, nous avons un autre appelant qui nous rejoint. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Oui, bonjour, bonsoir Forum Média, je vous appelle de la Côte d'Ivoire, c'est Charles. J'aimerais apporter tout mon soutien au peuple de l'AES. Je suis en Côte d'Ivoire, mais j'aimerais voir bientôt mon peuple membre de l'AES, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'aimerais dire au peuple de l'AES, courage à vous, courage à vous. La victoire n'est pas loin, nous sommes pas loin de la victoire, courage à vous. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire ce soir et bonne émission, bonne soirée à vous. Merci à vous Charles pour ce soutien que vous apportez à l'AES. Merci pour votre contribution. Alors, je pense qu'on a encore quelques minutes qu'on pourrait consacrer à nos nombreux téléspectateurs. Les codes d'accès d'ailleurs sont affichés, 2 numéros de téléphone. Si la première ligne est saturée, vous pouvez vous rabattre sur la deuxième, afin bien évidemment de pouvoir interagir ou du moins agir ce soir. Donnez votre point de vue sur les thématiques de la soirée. Allô, bonsoir. Ok. Oui, rebonsoir, monsieur Nguéné. C'est André qui revient. Alors, je reviens toujours pour parler à mes frères noirs. Comme disait l'une des grandes chanteuses camerounaises au nom de feu maman Anne-Marie Ndi, dans sa chanson Liberté, je vais pouvoir la citer. Elle disait: écoutez mes frères païens noirs, raisonnez, écoutez mes frères païens noirs, raisonnez, n'est pas raisonner comme des génies en furie, mais tous comme un seul homme debout pour lutter pour nos intérêts et pour l'avenir. Alors, si nous, les Africains, nous ne devons pas comprendre ça, nous, vraiment, ces Occidentaux-là, reviendront exactement nous recoloniser, comme disait le général Lepointre il y a déjà quelques temps. Cela a déjà passé, M. Nguéné. Alors, on a vu exactement en République centrafricaine je ne sais pas moi quoi, un grand espion français au nom de Guignolo, qui avait à son temps dans sa valise où on avait trouvé beaucoup de choses, trouvé même des Viagra, je ne sais pas moi quoi. Et puis, ils étaient là, pas peut-être venus pour espionner non seulement la République centrafricaine, mais pour créer des guerres entre nous, nos frères, entre les frères, entre eux, pour pouvoir déstabiliser la République centrafricaine. Or, si c'est là exactement, moi je parle plutôt à nos propres frères noirs. Parce que ce ne sont pas eux, ces Occidentaux-là, qui viennent nous détruire, mais ils viennent via nos frères. Ils passent par nos frères pour pouvoir venir tuer ceux qui sont sur le continent. Parce que si nous ne comprenons pas ça, c'est que nous serons tous hors sujet. Le problème, c'est nos propres frères noirs. Or, comment pouvons-nous expliquer qu'au XXIe siècle, un noir peut tuer un autre noir? Comment on peut expliquer cela? Mais c'est la question que moi-même je me pose, que je pose ce soir à tous les Africains. Parce qu'il y en a d'autres qui fuient de leurs propres responsabilités. Et n'oublions pas que tout ça se passe parce que nos pseudo-intellectuels, que tous sont rebattus vers l'Occident, ce sont eux qui nous créent ces véritables problèmes-là, M. Nguéné. Regardez les ministres, regardez les directeurs généraux, regardez certains hommes politiques. Quand nous regardons sur l'ensemble du continent africain, c'est ces hommes-là qui nous apportent ces problèmes-là, M. Nguéné. Quand vous regardez, par exemple, aussi en République démocratique du Congo, regardez le staff congolais qui sont là actuellement. Tous les Congolais sont là, on les tue, et puis ça ne meurt personne.
Quand vous regardez, par exemple, au Soudan, nos frères sont là, ils meurent, puis ça ne meurt personne. Vous regardez l'Union africaine, elle regarde là, impuissant. Merde. Et nous, les bas peuples, on va croiser les bras. Mais mes frères noirs, nous devons passer à l'offensive. Parce que l'homme noir est devenu la chair à canon de ce 21e siècle. Il cherche à tous nous tuer et s'accaparer de nos terres. C'est de ça qu'il est question. Et si nous ne pouvons pas comprendre cela, ils vont venir nous envahir, ils vont venir nous tuer. Via nous, les endocolons, ce que j'aime souvent appeler les blancs à la peau noire. Ils mettent tous ces systèmes en place pour nous déstabiliser, pour nous détruire, afin de s'accaparer de l'or noir que j'appelle affectueusement le pétrole. Ça, nous sommes dans la guerre de l'énergie. Et l'Occident a besoin de l'énergie. Le bloc américano-occidental, ne pensez pas que Donald Trump est venu vous donner le l'air. Hein? Il est venu nous donner la guerre. Et c'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez comment ils avancent leur pion sur l'échiquier du continent africain, nous ne devons pas fermer les yeux. On est en train de les voir venir. Et maintenant, M. Nguéné, je sors pour dire que la communication, pourquoi l'AES ne met pas l'accent sur la communication? Monsieur, nous avons vu, on a bombardé l'Irak, on est passé par la communication. On a bombardé la Libye, on est passé toujours par la communication. Problème de liaison avec votre tour, André. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'avoir la fin de votre intervention. Je pense que vous étiez sur le volet communication. C'est une guerre asymétrique que nous menons également. Là, vous avez parfaitement raison, parlant justement de cet aspect qui est très important sur la communication. Merci à vous, André. Je pense que nous allons revenir avec Monsieur Ché Elou et faire rapidement un dernier tour de table. Monsieur Ché, tout à l'heure, vous parliez d'un contexte sécuritaire entretenu, voire nourri pratiquement par les élites politiques nigérianes. Mais de façon plus large, revenant justement sur l'aide qui est sollicitée par Abuja, M. Ché Elou Lawson, dans un contexte de forte tension internationale, la France peut-elle réellement et efficacement soutenir tout effort de lutte contre l'insécurité au Nigeria? C'est une très très belle question que vous posez là, M. Nguéné. Pour avoir l'acuité d'analyse ou de projection, de compréhension sur la situation au Nigeria, il faut convoquer la cartographie même du terrorisme du Nigeria. Et aussi des groupes qui sont en train de blesser, de tuer, d'ensanglanter des situations, des personnes, des citoyens nigériens. Boko Haram, d'abord, l'acteur principal. Si vous zoomez sur le Nigeria, vous comprenez très rapidement que Boko Haram, qui a été créé en 2002, qui est devenu insurrectionnel en 2009, a une idéologie, et c'est important, salafisme, on se révèle du salafisme djihadiste. Et pour Boko Haram, il veut créer un État califat au nord du Nigeria qui comporte les zones de Borno, de Yobe, d'Adamawa. Alors, ce n'est pas suffisant. Ils sont dans une projection, et il y a un téléspectateur qui l'a dit tout à l'heure, ils font des incursions au Cameroun, au Tchad et au Niger, surtout dans le bassin du Tchad. Alors, je convoque cette cartographie pour comprendre que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un simple terrorisme, c'est un système, une architecture de chaos bien planifiée pour pouvoir créer, affaiblir, pour pouvoir esclavagiser les Africains, s'accaparer de leurs ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, et quand vous réfléchissez un peu ou vous grattez un peu pour comprendre comment ce califat se nourrit-il, vous découvrez très rapidement que il s'accapare non seulement des minerais de la région, mais aussi de la taxation. Donc, c'est un État dans un État. Et qui sont les responsables de ça? Eh bien, vous voyez qu'il y a des élites nigériennes, des forces politiques nigériennes qui s'impliquent dans cette
dans ce trafic-là à travers donc la gestion du territoire, les impôts, la distribution minimale des services et l'armée, et ça c'est ce que je veux révéler aux Africains, l'armée nigérienne s'est retirée de cette zone pour dire ok, prenez, et on comprend que voilà, vous faites partie de notre écosystème, vous gérez cette partie. Et donc quand la complicité ou la collusion avec les services occidentaux qui nourrissent ça interviennent, eh bien c'est dans cette zone-là qu'ils plantent un peu leurs services de renseignement ou les armes qu'ils amènent pour irriguer dans la sous-région. Tinubu est conscient de ça. Donc, quand il appelle le président Macron, en réalité, il lui dit, bien, viens occuper la zone qu'on a délimitée pour que tu puisses affaiblir les autres États. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le premier élément. Et il faut dire que Boko Haram n'est pas seul, puisqu'il y a eu scission en 2016 avec Boko Haram. Donc, il y a un autre groupe qui est créé et qui s'appelle la province d'Afrique de l'Ouest pour l'État islamique. Alors que toutes ces ramifications, il faut donc aller dans le Moyen-Orient pour les retrouver. On ne comprend pas leur justification d'être sur le territoire africain. Et donc, ce groupe-là est beaucoup plus organisé. C'est un État dans un État qui contrôle la zone du lac Tchad et la forêt de Sambisa. C'est là les sources même de logistique pour irradier, n'est-ce pas, dans la sous-région, que ce soit le nord du Bénin, le Nigeria ou encore au Burkina Faso. Ça ajoute le banditisme où tous les trafics sont permis, un peu comme le nord du Mali au temps où il y avait la guerre. Donc, quand vous comparez un peu je dirais, le mécanisme, l'architecture, c'est toujours la même formule qui est utilisée de part d'autre. Maintenant, il y a la complicité de l'État du Nigeria, et c'est là où on se demande, après 60 ans d'indépendance, comment tu veux dire que les présidents africains sont encore dans cette logique, dans cette logiciel d'aliénation, de vassalité. On ne comprend pas pourquoi Tinubu se met à plat ventre et accepte les ordres de la France, instrumentalise la CEDEAO et son armée pour justement aller bombarder les militaires béninois en insurrection. Donc, alors on voit tout simplement qu'au-delà même de l'affaire du terrorisme, c'est des fractures idéologiques, c'est des fractures, on a l'impression que c'est la guerre froide qui revient sur le continent africain, où on voit Tinubu en appui à talons et qui est dans une logique de déstabilisation avec le président de Côte d'Ivoire et le président togolais, bien évidemment, pour former justement ce front appuyé par la France qui instrumentalise la CEDEAO, puisqu'il n'y a même pas de force. Quand on vous parle de force de la CEDEAO, c'est complètement de la poudre aux yeux. C'est tout simplement comment utiliser ces États-là pour pouvoir attaquer d'autres États africains. On revient à la case de départ. Comment les Africains peuvent accepter être au service du Blanc pour tuer d'autres Africains au nom des intérêts qui ne sont pas même pas leurs propres intérêts, mais les intérêts des Occidentaux. Donc aujourd'hui se joue au niveau du continent, surtout dans la région ouest africaine, cette guerre de fracture idéologique, souveraineté contre vassalisation, soumission contre liberté, et pour la France, il n'y a pas question de perdre sa zone d'influence. Donc, comment on peut instrumentaliser Tinubu pour servir justement d'épée, n'est-ce pas, pour aller décapiter d'autres Africains? Alors, il y a un proverbe africain qui le dit, si le bois savait, s'il donnait la manche à la hache, eh bien, lui-même est en danger, il ne le ferait pas. Est-ce que Tinubu a conscience qu'il est tout simplement l'instrument, n'est-ce pas, de ce système pensé ailleurs de chaos, de violence, qui ne respecte pas même pas l'homme africain? On a vu la réaction, par exemple, du président américain qui menace d'envahir un pays tout simplement pour aller conquérir. Pour aussi Tinubu ne fait pas son rôle de maintenir dans un certain les règles préétablies, notamment les tueries sur les chrétiens, eh bien l'armée américaine interviendrait et mettrait sous contrôle l'État du Nigeria. Donc vous comprenez que nous, au lieu nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes tout simplement les zones d'influence d'autres puissances. Et en fonction de leurs intérêts, ils peuvent nous assurer la paix ou la guerre.
sur leurs intérêts être menacés. Donc, Tinubu doit sortir de cette logique de vassalisation, de néocolonialité et comprendre les enjeux pour ne pas servir, n'est-ce pas, de manche, n'est-ce pas, à l'arrache d'autres puissances qui veulent décapiter leurs frères. S'il était aussi apte à intervenir au Bénin, il aurait pu aussi intervenir au nord du Nigeria, mais il ne peut pas puisque le nord du Nigeria a été donné en cadeau au groupe que nous venons de citer, à leurs architectures, puisque c'est tout un système terroriste, mais aussi c'est un terrain, c'est un territoire qu'on leur a cédé et qui leur permet non seulement de s'accaparer des ressources, d'avoir des armes, mais également de faire prospérer cette idée de califat et dont l'objectif est d'affaiblir tous les États de la sous-région. Et si un pays obéit à la logique france-africaine, eh bien, on le garde tranquille. Par exemple, le Niger, tant qu'ils étaient sous la domination france-africaine du président déchu, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'il y a une orientation révolutionnaire de rupture, de liberté, eh bien, voilà, on va activer les zones qu'on contrôle, les territoires qui sont un peu comme des no-man's land, et ces no-man's land sont au cœur même du système de l'architecture impérialiste qui permet de garder certains présidents sous contrôle ou encore sous perfusion. Et s'ils veulent aller plus loin, on agite donc ces zones-là pour leur faire peur. Donc, Tinubu est complètement dans cette logique et c'est quand même assez surprenant. Mais quand on va aller chercher un peu son passé, et quand on interroge le parcours de l'homme, on comprend puisque lui-même faisait partie de ce système, puisqu'il a été arrêté aux États-Unis pour affaire de drogue et tout. Donc, il est aussi le fruit quelque part de la mafia et c'est pourquoi on l'a amené au pouvoir. Sinon, à son âge, vu ses compétences physiques, en tout cas sa santé physique et mentale, on se demande s'il est vraiment en contrôle des puissances en gestation au Nigeria. Mais toujours est-il que quand il faut l'orienter pour pouvoir appuyer la France-Afrique, appuyer cette fracture au niveau de la CEDEAO qui consiste tout simplement à garantir l'influence de la France, oui, on les voit très activés, mais quand il s'agit tout simplement de protéger leur population, d'assurer l'intégrité du territoire, d'assurer le bien-être minimal pour les populations, de les sortir de la pauvreté, l'éducation et tout ça, eh bien là, ils sont dans leur dortoir et ils dorment les mains fermées et c'est quand même regrettable. Donc, il y a un sursaut panafricain, il y a un sursaut de la conscience, n'est-ce pas, africaine qu'il va falloir avoir. Et nos dirigeants doivent sortir de cette nomenclature, de ce logiciel de domination. Ils se voient dans le miroir du blanc. C'est-à-dire que quand il va à Paris, c'est ce que dit Macron, il se mire, n'est-ce pas, dans les idées. Alors que Macron, lui, il est dans l'instrumentalisation de tous les leviers de domination pour pouvoir assurer les intérêts pour son pays. Alors pourquoi Tinubu ne ferait pas la même chose? Non, il est tout simplement comme une marionnette décervelée qu'on utilise pour des bases béguines. On va d'autres Africains qui tuent d'autres Africains tout simplement pour les beaux yeux, n'est-ce pas, de la France. C'est quand même hallucinant. Et pour terminer, oui. La question même de la souveraineté de l'État du Bénin se pose aujourd'hui. Et c'est très, très grave. Un État souverain ne peut pas disposer, n'est-ce pas, de l'orientation ou de la volonté de son peuple. Le Nigeria aujourd'hui contrôle le Bénin. Le Bénin a perdu sa souveraineté. C'est le Nigeria qui contrôle, puisque si une armée peut entrer sur un territoire sur la demande de la France, sur la demande sur l'ordre d'un président français, ça veut dire que le Bénin n'existe pas comme État. C'est un État sous tutelle et c'est le Nigeria qui gère aujourd'hui le Bénin par l'entremise des ordres que dans la France. Imaginez que la France n'était pas d'accord avec le Nigeria. Est-ce que le Nigeria peut entrer sur le territoire du Bénin? Donc finalement, quand on évoque les questions de vassalité, les questions d'impérialisme, les questions que nous ne sommes pas en réalité indépendants, ou nos États ne veulent pas assumer leur indépendance, voilà des preuves assez concrètes. Donc aujourd'hui, si l'armée béninoise n'est pas capable de se tenir par elle-même et de faire face justement aux incursions ou encore aux attaques de l'armée
nigériane, il y a problématique. Alors, le président Talon va gérer quoi? Il va gérer le pays en s'appuyant sur l'armée nigériane, ou il va gérer le pays en s'appuyant sur les commandos de Côte d'Ivoire, ou encore sur l'armée française? Il se pose de réels problèmes. Et ces problèmes-là, il faut les lire sur la base, justement, de ce combat panafricain de souveraineté, de rupture, de liberté, mais les anciens colons, les anciens pays impérialistes ne veulent pas lâcher leur zone d'influence et considèrent les Africains et leur territoire comme leur propriété privée. Donc, je pense que c'est une question assez sérieuse qui pose fondamentalement, en tout cas, la question existentialiste de l'avenir des Africains et de leurs biens, de leur territoire, et également de leurs États, parce que ces situations-là reviennent un peu comme effet boomerang pour nous rappeler ce qui notre malheur depuis 400 ans, ou du moins depuis les 400 ans d'esclavage, les 150 ans de colonialisation, et nous sommes en plein dans ce néocolonialisme qui ne veut pas mourir, tout simplement, et qui reprend d'autres formes, que ce soit par le terrorisme, que ce soit par le terrorisme d'État, ou encore le terrorisme mercenariat, ukrainisé, dronisé. Eh bien, nous sommes encore au cœur même nous ne sommes pas sortis nous ne sommes pas sortis du bois. Donc, c'est un appel à l'opinion africaine de se dresser, de s'élever et de dire non à cette vassalité, d'appuyer les dynamiques de souveraineté sur le continent qu'on voit au niveau de l'Ouest, et de s'assurer que nos États ne soient pas comme des pions dans les mains des forces exogènes qui, en fonction de leurs intérêts, orientent leur politique et s'en foutent réellement de la vie, du bien-être de chaque citoyen africain. C'est là l'importance du panafricanisme, non pas le panafricanisme de business, mais plutôt le panafricanisme vrai, qui pose fondamentalement comme un dépassement d'horizon l'humanisme et le bien-être de chaque Africain libre, digne et fier sur son continent, la terre de ses ancêtres. Merci à vous, M. Sheilou Lawson. C'est sur ces mots que nous mettons d'ailleurs un terme à cette émission du Point sur l'actualité. Merci pour votre disponibilité. Le doyen patient parfum d'homme s'excuse pour la contrainte de dernière minute, tout comme Lida Larbaoui qui devait également être à nos côtés ce soir. Merci à vous, M. Sheilou Lawson. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de votre quotidienne de Point sur l'actualité. Mais vous le savez, le programme se poursuit sur votre média panafricain. Quant à nous, on se retrouve demain samedi dans le cadre de votre programme à l'international. Nous reviendrons bien sûr sur l'ensemble de l'actualité, les faits d'actualité marquants de cette semaine. Portez-vous bien.